Oh. Comment on fait les bébés? Oh là là, excuse-moi. Je devais t'aider, mais il a fallu que j'aide pour mon cousin. Il a quel âge, votre cousin? Il a... quelques mois. Oh, c'est pas possible, les bébés. Comment ça peut faire autant de bruit? Pourtant, c'est tout petit. Qu'est-ce que tu crois? 9 mois de fabrication, c'est un produit de mauvaise qualité. 9 mois. Au fait, j'ai un contrôle sur la reproduction demain en SVT. Tu pourrais pas me rappeler comment on fait les bébés? Je le sais, mais bon. Et puis, ça serait utile pour Léo, qui n'en a aucune idée. Tu veux rire? J'en sais 100 fois plus que toi là-dessus. Bon, vous savez déjà tout ça, mais il n'y a pas de honte à réviser. Donc, pour faire un bébé, la recette est simple. Il faut, comme vous voyez marqué ici, une femme avec un ovocyte et un homme avec des millions de spermatozoïdes. C'est pas juste. Pourquoi il en faut autant que la femme? Ne t'inquiète pas, tu verras, ce n'est pas si difficile. La femme fabrique un ovocyte chaque mois, mais l'homme peut fabriquer des centaines de millions de spermatozoïdes chaque jour. Trop fort! Donc, moment crucial. L'homme et la femme font l'amour, et au cours de cet échange étrange et merveilleux, les 200 millions de spermatozoïdes passent du corps de l'homme à celui de la femme, et une course haletante commence. Sur ces 200 millions, un seul va finalement pénétrer à l'intérieur de l'ovocyte pour le fonder. À partir de là, tout va très vite. L'ovocyte fusionne avec le spermatozoïde et devient un ovule qui se divise en un nombre incalculable de cellules pour former peu à peu un embryon, puis un fœtus. Tout ça à l'intérieur de l'utérus de la femme. Une poche spéciale dans le bas du ventre. Comme le fœtus grossit, 5 mm au bout d'un mois, 13 cm à 4 mois, 23 cm à 6 mois, le ventre de la femme grossit aussi jusqu'à ce qu'arrive le moment de l'accouchement. Quand le bébé est prêt à sortir et à respirer. Un grand moment dont vous n'avez aucun souvenir, mais qu'aucun parent ne peut oublier. Et moi, j'ai l'impression que tu as oublié que cette tarte doit être prête pour le dîner. Ah oui, et là on n'a pas 9 mois. Oh. Pourquoi la mer est salée? Super Léo, roi du volet, va tenter un service d'enfer. Le service que personne peut... Surtout pas Charlotte. Super Léo, roi du volet, va aller vite chercher le ballon dans la mer, car Super Léo, encore une fois... Super Léo est juste trop puissant. Super Léo va récupérer ce ballon en un instant. Au secours, je me noie! Eh bien alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu ne t'es quand même pas noyé dans 30 cm d'eau. J'ai voulu plonger pour attraper le ballon et j'ai bu la tasse. C'était horrible. Pourquoi il faut que l'eau de mer soit si salée? C'est complètement idiot. Oh, ça n'est pas si idiot. C'est juste le résultat d'une longue histoire. Au tout début de la Terre, l'eau des océans n'était pas salée, mais elle l'est devenue peu à peu, au contact des roches du fond de l'océan, et aussi avec les rivières qui apportaient de l'eau aux océans avec le sel qu'elles grattaient sur les rochers. Lorsque l'eau de l'océan s'évapore pour former les nuages, elle laisse le sel dans l'océan. C'est pour ça que l'eau de pluie n'est pas du tout salée. L'eau des rivières est un tout petit peu salée, et l'eau des océans est très salée. Mais alors, l'eau des océans va être de plaie? Eh non! Bizarrement, depuis très longtemps, les océans sont à peu près toujours aussi salés. Mais on ne sait pas encore précisément pourquoi. Et toutes les mers sont salées pareil? On m'a dit qu'à la mer morte... Oui, la mer morte et les autres mers fermées sont très salées. Elles reçoivent peu d'eau douce. Il y a beaucoup d'évaporation et elles ne se mélangent pas avec les océans. D'autres mers, presque fermées, sont aussi plus salées que la moyenne. Par contre, les mers nordiques le sont très peu. Il y a peu d'évaporation et beaucoup d'arrivées d'eau douce, ce qui abaisse le taux de salinité. Et je pourrais avoir un peu d'eau douce, justement. Attrape, super roi du volet! Eh, fais gaffe, tu vas abaisser le taux de sel. Oh. Comment est né le premier homme? Oh, il est là! Je vais l'attraper! Aïe! Ah, on dirait pas que tu descends du singe.
Non, Léo ne descend pas des singes que tu connais, mais de très anciens animaux aujourd'hui disparus, qui sont à la fois les ancêtres des singes et des hommes actuels. C'est vrai? Mais alors nos ancêtres, c'était des singes ou des hommes? Regarde, tous les singes et les hommes descendent de primates qui vivaient il y a plus de 50 millions d'années. D'un côté, tu vois que certains singes sont restés petits, ceux qu'on trouve en Amérique. De l'autre, tu vois que les singes d'Afrique et d'Asie sont plus variés. Certains sont devenus nettement plus intelligents, ceux que l'on appelle les grands singes ou hominidés, qui sont apparus il y a environ 13 millions d'années et qui se sont diversifiés en beaucoup d'espèces dont certaines existent encore aujourd'hui, comme les orang-outans qui vivent en Indonésie, les gorilles et les chimpanzés qui vivent en Afrique centrale, sans oublier les hommes. Alors on descend du chimpanzé? Non, on est assez proches cousins, c'est-à-dire que nous avons eu des ancêtres communs il y a un peu moins de 10 millions d'années. Alors l'homme est là depuis 10 millions d'années? Non, c'est là que ça devient très compliqué et mystérieux. Tout au long du XXe siècle, et ce n'est pas fini, on a trouvé des restes d'espèces très proches de l'homme actuel, qui eux sont peut-être nos ancêtres. Jusqu'à il y a environ 1 million d'années, ils vivaient en Afrique. Parmi eux, il y a les célèbres australopithèques. Puis certains d'entre eux sont partis à la découverte du monde. Ils se sont installés en Asie et en Europe, tout en continuant à évoluer, ce qui a donné de nouvelles espèces jusqu'aux hommes de Néandertal, disparus il y a seulement 30 000 ans. Et eux, c'était des hommes? Oui, mais pas tout à fait des hommes comme nous. Nous, les Homo sapiens, nous apparaissons il y a environ 200 000 ans. Les premiers hommes comme nous devaient être quelques petits groupes de grands noirs dans l'est de l'Afrique. Ils se sont peu à peu multipliés, puis il y a environ 100 000 ans, ils sont partis à la conquête du monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 6 milliards d'Homo sapiens à descendre de ces petits groupes qui sont partis de la savane africaine. Alors moi aussi, je suis un Homo sapiens. C'est quoi un jeune? Salut professeur Gamberge, salut Miss Placnet. Vous faites quoi là? Le professeur travaille sur un gène de sa bactérie préférée. Ah oui, bien sûr, je vois. Un gène avec plein de chromosomes dedans. Charlotte, ce serait plutôt le contraire. Il me semble que tu as besoin d'une petite révision. Qu'est-ce qu'un gène? Eh ben, c'est le truc avec un noyau. Non, ça c'est un abricot ou une cellule. Mademoiselle Placnet, Charlotte m'a terriblement déçu. Veuillez lui rappeler ce que c'est qu'un gène, s'il vous plaît. Charlotte, un gène, c'est une toute petite partie de l'ADN. Et l'ADN, comme tu le sais, c'est le long fil qui constitue les chromosomes. Et les chromosomes sont présents dans les noyaux de cellules de tous les êtres vivants. Ah, je n'étais pas si loin. Et ça sert à quoi? Ça sert à fabriquer des protéines, et les protéines, ce sont de minuscules éléments qui constituent notre corps et le font fonctionner. On les appelle parfois les briques de notre corps. Chaque gène est capable de fabriquer différentes protéines. Il y a ainsi un gène pour déterminer quel sera ton groupe sanguin et un autre pour la couleur de tes yeux. Chez l'un, il y a environ une vingtaine de milliers de gènes. Une vingtaine de milliers de gènes dans chacune de mes cellules. Trop forte. L'ensemble des gènes d'une espèce s'appelle le génome. Mais tout ça reste assez mystérieux et beaucoup plus complexe qu'on pensait d'abord. Ainsi, tous ces gènes ne constituent qu'une minuscule partie de l'ADN. Tout le reste a certainement un rôle, mais on ne sait pas encore très bien lequel. Alors, vous avez encore du boulot, si je comprends bien. Et votre bactérie, là... Oh, Pruno, calme! Et il a des gènes aussi, Pruno? Bien sûr, et plus des 3/4 de ces gènes sont les mêmes. Quelle horreur! Tu trouves que je lui ressemble? Là, désintégration. Captain Jones, prenez garde! Permutation. Pardon, je crois que j'ai fait tomber quelque chose. Oui, je crois aussi. Mais bon, ces bactéries ne menaient à rien. Des bactéries? Il y a des bactéries sur Mars, non? En tout cas, on n'en a pas trouvé. Certains pensent que si Mars, il y a longtemps, a été couverte d'eau, alors des formes primitives de vie ont pu s'y développer. Mais les robots qu'on a envoyés là-bas n'ont encore rien trouvé. Alors, on n'a pas trouvé de vie sur Mars? Mais ailleurs, dans la galaxie? On n'en sait rien. Et comme on ne sait pas grand-chose sur Mars, tu peux imaginer le peu qu'on sait sur le reste de notre galaxie. Mais c'est possible ou pas?
D'un côté, quand on regarde le système solaire, on se dit que s'il y a de la vie sur Terre, ça n'a tenu qu'à un fil. Des astéroïdes ont souvent menacé de nous détruire. En plus, si la Terre avait été un peu plus près du Soleil, comme Vénus, elle aurait été trop chaude pour la vie. Un peu plus loin, comme Mars, elle aurait été trop froide. Sans oublier qu'il n'a pu y avoir de vie sur Terre sans l'eau, qui est apparue dans des conditions chimiques bien particulières. Ça fait beaucoup de hasard. C'est pour ça que les savants seraient déjà bien contents de trouver des bactéries. Mais il y a plein de planètes dans la galaxie. Mon prof m'a dit qu'il y en avait des milliards. Oui, c'est ce qui fait penser qu'il y a forcément de la vie ailleurs. D'autant plus qu'on commence à les découvrir, ces planètes. On en a déjà découvert plus de 200. Bien sûr, on les voit encore très mal. Mais s'il y a plus de planètes, il y a plus de chances de trouver de la vie. Super! On envoie quand des expéditions là-bas? Oh, s'il y a des extraterrestres et qu'ils ne viennent pas nous voir, il va être difficile de les rencontrer. Il faudrait bien plus qu'une vie pour voyager jusqu'à l'étoile la plus proche. Peut-être vos arrière, 100 fois arrière, petits-enfants. Bon, tant pis. En attendant, on va se contenter des films de science-fiction.